Et maintenant, comme nous l'avions annoncé, nous allons avoir une petite demi-heure de questions. Je vous propose essentiellement de les envoyer par écrit à notre animateur préféré qui fait un travail formidable. Et vraiment, je le remercie parce qu'il se dévoue de manière incroyable pour que ça se passe le mieux possible. Et j'essaierai rapidement de répondre un petit peu à vos différentes questions. Si l'animateur juge à un moment qu'il met vos micros en ouvert pour que vous puissiez les poser à voix haute, dans ce cas-là, c'est dans le domaine du possible. Je crois que dans ce cas-là, il faut juste, il y a un système pour lever la main pour dire « j'aimerais poser une question ». À vous les questions dans ce domaine. Première question. Comment peut-on gérer le confinement-déconfinement de la famille quand la mère vient d'une famille assez angoissée sur la santé, le père à l'inverse vient d'une famille plus coulante, et que là, c'est vraiment deux parents, deux voix. Un veut retourner travailler, l'autre non. Un veut ramener les enfants à l'école, l'autre non. C'est un bras de fer quotidien car ces questions jaillissent au quotidien. Alors, votre question est excellente et elle ne vous concerne pas que vous. Donc déjà, c'est rassurant. Ces problématiques existent dans bon nombre de familles, ce qui est normal. Le degré d'anxiété que l'on peut avoir vis-à-vis d'une situation n'est pas le même, d'abord de par notre nature, et comme vous l'avez dit parfaitement bien, à travers aussi un modèle éducatif. Là-dessus, je crois qu'il faut peut-être être en premier lieu à l'écoute de la personne qui est dans son anxiété, non pas pour ne rien faire, mais pour lui dire comment, d'après toi, nous pourrions faire pour que tu sois moins anxieux par rapport à cette situation. C'est-à-dire dire à l'autre, voilà, il y a certaines choses, il va falloir qu'elles redémarrent, comme par exemple l'univers du travail. Maintenant, je comprends parfaitement que tu sois inquiet ou inquiète, et je le comprends parfaitement, même si moi, je ne le vis pas de cette manière. Quels sont les points qui pour toi sont extrêmement importants, sur lesquels tu me demandes d'être dans une vigilance extrême pour que cela puisse se faire? Et après, avancer step by step. Évidemment, si on n'a pas eu soi-même ce fameux Covid et qu'on a peur que les enfants le ramènent de l'école, et même si on n'a pas trop peur pour soi, on a peur pour les parents et la famille, je peux comprendre cela. Et c'est vrai qu'au niveau des enfants, c'est parfois un peu plus complexe, sauf si, évidemment, on met en place des mesures très, très pratiques. Et ça, c'est vraiment au cas par cas. Je ne crois pas que l'anxiété de l'un doit empêcher l'autre de retourner dans l'univers du travail. Je dis, je ne crois pas, d'accord? Je ne crois pas. Comme dirait l'autre, les conseilleurs ne sont pas payeurs. Donc, sur cela, je ne dis d'aucune manière, écoutez, il faut faire comme ça. J'ai l'impression que c'est peut-être de cette manière dont il faut avancer et être très respectueux de la demande de l'autre, même si parfois elle nous semble un peu, pardonnez-moi au sens non péjoratif du terme, folle par rapport à notre système à nous, d'être quand même dans ce respect, parce que tout simplement, eh bien, c'est notre conjoint. Et il va nous dire, ce conjoint, je voudrais que tu mettes des gants, double masque, lavage de trucs, que tu n'hésites pas. Pourquoi pas? On peut le faire. Si vraiment pour l'autre, c'est une anxiété folle, dans ce cas-là, on ne peut pas le rendre malade. Mais attention de ne pas oublier que la personne qui est anxieuse doit quand même faire un travail par rapport à elle-même et s'interroger, mais pourquoi je suis dans une telle anxiété? Parfois parce que ça ravive des souvenirs d'événements ou d'histoires qui ont été très difficiles. Au passage, si je peux me permettre, malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de choses compliquées qui se sont passées. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont guéri de manière incroyable, grâce à Dieu, et on l'espère pour tous les malades. Mais le fait d'être sans arrêt en train de regarder ce qui se passe, et qui est là, c'est terriblement anxiogène. À un moment, on sait qu'il y a ce virus qui est encore là, on espère qu'il part le plus rapidement possible. On sait que malheureusement, il y a des personnes qui ont été atteintes. On sait qu'aujourd'hui, il faut faire attention à certaines choses et que ça marche. Point. Maintenant, savoir combien, quoi, de quelle manière, en dehors des informations techniques qui sont nécessaires, arrêtons d'être sans arrêt en train d'absorber des choses qui restent, qu'on le veuille ou pas, à un moment un petit peu anxiogène pour nous et surtout pour nos enfants. Je me rappelle, et je fais juste une parenthèse, lors des attentats du 11 septembre, le nombre de parents qui nous ont appelés en disant « Nos enfants ne dorment plus et c'est difficile ». On leur a posé la question suivante, on leur a dit « Mais avant de savoir comment on pouvait aider, on leur a dit « Mais pendant ces événements-là, les enfants, ils rentraient de l'école. France Info ou les autres radios étaient ouvertes en permanence.
évidemment que ça crée une anxiété, c'est normal. Donc, essayons de limiter ça pour aussi faire baisser ce taux d'anxiété. Autre question. Alors, ces deux questions que je vais lier. Comment faire lorsque dans un couple, il n'y a aucune compréhension de la part du conjoint? À la moindre parole, il y a de l'énervement de la part du conjoint. Et deuxième question, comment faire quand le conjoint a un besoin exaspéré de s'affirmer, quitte à faire quasi systématiquement l'inverse de l'autre? Ok, j'entends parfaitement cette problématique, qui est une problématique aussi qui existe dans un certain nombre de couples. Alors, je crois que ce qui est important peut-être, c'est de poser la question à l'autre et de lui dire, mais qu'est-ce que tu attends? Mais pas de manière agressive. T'attends quoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Non. Écoute, dans un moment de calme, dire, voilà, quand je dis quelque chose, tu es souvent pas d'accord. Donc, pas tu t'opposes. Qu'est-ce que tu attendrais? Que je te demande en premier lieu, que je n'exprime pas mon point de vue, comment tu vois les choses? C'est-à-dire, j'appelle ça la technique de la patate chaude. Renvoyer à l'autre la problématique. C'est comme dans un conflit. On s'est parlé, et puis, d'accord? Moi, j'ai dit, et l'autre a dit. Là, c'est intéressant de poser à l'autre la question de dire, dans cette situation, comment j'aurais dû réagir pour que ça ne se passe pas de cette manière? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aurais attendu comme réaction de ma part dans cette situation pour pouvoir la continuer de manière calme et sereine? Et parfois, les réponses vont être très intéressantes et parfois, l'autre ne pourra pas nous donner des réponses parce qu'il a peur de nous les donner, parce qu'elles sont à ses yeux tellement évidentes qu'on devrait les savoir toutes seules. Ou alors, pour d'autres raisons, parfois ça pourrait être, eh bien justement, que tu ne t'énerves pas et que tu me dises que tu m'aimes. Ça peut être ça aussi, hein, qu'on soit bien clair. Ça peut avoir, mais j'ai besoin d'être rassuré. Donc, je ne sais pas comment. Tout est possible. Voilà un petit peu les, comment dire deux techniques, parce que c'est, j'aime pas. Voilà deux éléments de réflexion sur ce type de situation que l'on peut avoir. Évidemment, l'opposition systématique, c'est souvent une manière de vouloir créer un conflit à travers lequel on pourra peut-être dire des choses. Donc, posons-nous la question, est-ce qu'on s'est réservé des espaces de parole dans lesquels on va prendre le temps d'être à l'écoute de la parole de l'autre, ce qui n'est pas simple. Il y a des personnes qui ont difficile à être à l'écoute de la parole de l'autre et de l'écouter jusqu'au bout. Ça, c'est un sacré exercice, mais voilà. J'ai envie de dire, ce sont quelques pistes, et surtout se dire, mais qu'est-ce que d'après moi l'autre cherche? Et éventuellement lui poser la question. Comment tu aimerais que je réagisse? Ou qu'est-ce que tu veux me dire quand tu dis ça? C'est-à-dire bien montrer qu'on est bien conscient que derrière, peut-être l'autre veut me dire, ou qu'est-ce que je n'arrive pas à entendre? D'abord, se la poser à soi-même, cette question. Toujours se la poser à soi-même. Et un point, évidemment, mais qui ne rentre pas totalement dans le cadre de cette question, mais je vais entre guillemets, l'utiliser pour juste l'ouvrir, c'est que quand vous avez un conjoint qui, dans une situation particulière, a une réaction qui est anormale, posons-nous toujours la question sur quel point je viens d'appuyer pour que l'autre réagisse tellement mal. Vous savez, ces fameuses blessures qui sont sous le t-shirt, mais le t-shirt, il est à manches longues, on n'est pas au courant qu'il y a une blessure, on dit à l'autre, comment vas-tu? Et brusquement, l'autre saute en l'air et on le prend pour un fou parce qu'on n'a rien fait. Alors qu'en vérité, on a réactivé une blessure qui fait très mal, mais nous, on n'était pas au courant. Donc, au lieu de dire, mais t'es dingue, il faut être capable de se dire, tiens, et si on peut le dire, c'est encore mieux, dire, je suis désolé, mais je réalise que j'ai dû te faire très mal. Au regard de la réaction que tu as, alors ça, cette phrase-là, bien sûr, on ne va pas la dire, j'essaie juste de décrypter. Au regard de la réaction que l'autre a, évidemment, j'ai dû lui faire très mal. Et si on dit, même pas, on ne lui demande pas de nous répondre oui ou non. Il faut que l'autre ait entendu. C'est parfois les choses n'appellent pas de réponse. J'avais besoin de te le dire. Pour moi, c'était important que je te l'exprime. Après, l'autre en fera ce qu'il veut, et quelque part, ça fera un chemin. Parce que parfois, donner à l'autre les moyens de découvrir qu'il a une blessure qui lui fait du mal, mais qu'il n'a pas envie de voir, parce que la voir, ça, c'est trop lourd, c'est pas simple. Voilà, c'est juste une ouverture sur cette thématique qui est une thématique beaucoup plus vaste. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question?
Mon conjoint est un excellent père qui pense toutefois qu'il ne sert à rien de parler d'éducation. Étant intellectuel, discuter de ces sujets et fixer ensemble des objectifs me donne des forces dans mon rôle de mère, mais lui pense que l'éducation passant essentiellement par l'exemple, il ne sert pas à grand-chose de parler des enfants, mais plutôt de sa avoda personnelle. Il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit, mais n'est-ce pas seulement déplacer le débat que de parler éducation des enfants? Si les membres du couple sont dans une démarche d'avancée personnelle, qu'apportent donc les discussions sur les principes d'éducation? Alors, j'entends cette jolie question, vraiment, jolie question. Je pense que c'est une fuite. C'est une fuite et que je peux entendre, que je peux comprendre, parce que, oui, l'exemple, mais on est en couple. Je suis, ici en l'occurrence, puisque c'est une dame qui parle, je suis ta femme. Mais justement, tu vas me montrer où est ton travail personnel dans la capacité que tu auras de tenir compte de ce que j'ai besoin. C'est tout. Je ne vais pas te prouver par A plus B que c'est important pour moi. J'ai besoin que tu me parles et que nous échangions sur ça. C'est tout. C'est-à-dire, c'est à un moment, vous savez que la plus belle preuve d'amour dans un couple, c'est de ne pas demander à l'autre de justifier par un raisonnement permanent le pourquoi de sa demande. Mais pourquoi je le fais? Parce que tu me le demandes. C'est tout. Alors bien sûr, si, comme j'aime bien donner l'exemple, l'autre nous demande de faire le tour du pâté de maison à 3 heures du matin en chantant la Marseillaise en chinois avec un drapeau coréen en main, on peut éventuellement le faire si ça lui fait plaisir, mais je peux comprendre qu'on lui pose la question pourquoi c'est si important. Sur ça, éventuellement, il y a certaines choses, je suis prêt à le faire, mais bon, certaines choses que l'on ne doit pas accepter parce qu'elles sont inacceptables. Évidemment, nos communs ne rentrent pas là-dedans. Mais si justement le conjoint ici fait un travail sur lui-même, eh bien, ça devrait l'amener à dire, mais avec plaisir si ça te fait plaisir. Et y apporter un intérêt réel. Au passage, ce n'est pas du tout l'enseignement que j'ai reçu de mes maîtres. Et les grands maîtres de l'éducation, Rabbi Yakovson, tout cela, ne disent absolument pas cela. Il faut qu'en effet, il y ait une parole commune. Parce que sans rentrer dans l'univers de la Kabbale, les paroles que l'on prononce ont un impact à l'intérieur de notre univers au quotidien. Et le fait d'avoir mis en mots permet de clarifier les choses. Et au passage, je ne parle plus maintenant de votre conjoint, madame, parce que ça serait indécent de ma part et c'est sûrement faux. Mais quelqu'un qui parlerait comme ça, c'est peut-être aussi une problématique d'orgueil. Mais pas d'orgueil, je suis, mais en 2 mots, je vais me parfaire et évidemment mes enfants sauront s'inspirer de moi. Attention, c'est peut-être pas si sûr. Vous avez des gens exceptionnels et c'est pas pour autant que leurs enfants ont été des copier-coller. Et l'exemple, c'est tout simplement être cohérent dans sa manière d'être ou tendre vers la cohérence dans sa manière d'être à travers la démarche éducative que l'on a décidé de prendre et sur laquelle on échange. Et au-delà de ça, avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas qu'il y a une histoire de couple dans laquelle on n'a pas besoin de parler de ce qui se passe chez nos enfants et de ce que l'on doit faire et comment tu vois les choses et comment tu les comprends. Après, évidemment, il y a certains fondamentaux qui rentrent presque dans l'ordre du non-dit, mais comme je me suis permis de l'exprimer tout à l'heure, il faut verbaliser. Parce que quand on s'entend dire les choses, on leur donne une consistance. Et cette consistance, elle est importante parce qu'elle est un des éléments qui va habiter l'univers qui s'appelle l'univers de la famille. Autre question. Bonjour, bonsoir. Que faire quand les enfants n'écoutent seulement la voix paternelle? Pardonnez-moi, votre question, c'est vrai qu'on la retrouve et c'est vrai, elle existe. Elle existe. Je me suis permis de faire ce qui n'est pas du tout un déni de votre question, loin s'en faut. Loin s'en faut. C'est parce qu'elle me met un petit peu dans une posture inconfortable. Parce que, est-ce que la voix paternelle qu'entend les enfants, c'est parce que la mère s'oppose au père? Est-ce que c'est parce que le père a décidé d'être dans une forme de puissance et de violence? Et surtout, pourquoi le père ne véhicule pas la voix de la mère? J'ai plusieurs questions sur ça et on va pas commencer un dialogue, donc je vous montre un petit peu quels sont les différents axes de réflexion. Le point sur lequel je m'arrêterai, c'est de poser la question à son conjoint, de dire, écoute, j'ai l'impression que les enfants
t'écoutes beaucoup plus que moi. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose parce que ça prouve bien que ta voix a du poids et de l'importance pour eux. Et c'est quand même extrêmement important. C'est-à-dire, pour ne pas arriver en mode accusateur ou revendicateur vis-à-vis du père, déjà lui en parler. Et lui dire maintenant, je vais te dire comment je vis les choses. Et exprimer au fond, qu'est-ce que vous vivez? Pourquoi ça vous dérange? Est-ce que vous avez l'impression que vous n'existez pas, que vous n'avez pas de place? Si c'est ça, il faut le dire. Ou alors c'est que dans la gestion ultra technique, papa il rentre à 22 heures et maman elle rentre à 18 heures et les enfants sont là et ils n'écoutent pas tant que papa ne rentre pas. Donc là, il faut dire, écoute, il y a d'abord un premier problème qui est un problème technique. Et là, je crois qu'il est important que le père valide la mère. Alors bien sûr, dans tout couple, de temps à autre, on se moque un peu l'un de l'autre, de manière avec un sens de l'humour, j'ose espérer, fin et intelligent. Mais il faut installer et réinstaller. Maman a dit. Comme maman a dit, on écoute maman. Pas la leçon de tout le monde. Mes chers enfants, je vous apprends qu'à partir d'aujourd'hui, mais chaque fois que le père va avoir une occasion de renforcer la parole de la mère, il doit le faire et doit dire, mais quand vous n'écoutez pas maman, c'est comme si vous ne m'écoutez pas moi. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est au niveau, évidemment, de l'écoute. À partir de ça, il y a d'autres questions qui se posent que je ne vais pas ouvrir pour l'instant, mais déjà de cette manière, poser la problématique, montrer combien le fait que le père soit écouté est important pour vous, et à partir de cela, exprimer comment vous le vivez, donc interrogez-vous vous-même, si je peux me permettre, mais au fond, pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça me pose problème? Pourquoi ça m'est difficile? Ça l'est sûrement, mais quel est le point qui me touche là-dedans? C'est un problème technique, c'est un problème de place, c'est j'ai l'impression que je n'existe pas. Tout ça, une fois qu'on l'a identifié, on peut par la suite élaborer une réflexion avec son conjoint, si tant est qu'on ait pris l'habitude de se parler, évidemment. Autre question. Que faire si le conjoint pense qu'il est plus important d'être un couple parental que marital, c'est-à-dire d'être un père très présent pour des enfants et de faire passer les enfants avant le couple? C'est le modèle qu'il a toujours eu et vu. Mazel Tov, eh bien, on est très heureux de cette question. Pourquoi? Parce qu'elle est passionnante, parce qu'elle nous renvoie au début justement de cet échange qu'on a eu ensemble. Et vous posez vraiment de manière ultra concrète cela. C'est le modèle parental. C'est le modèle parental et au fond, l'enfant ne sait pas comment le couple a vécu cela. Parce que parfois, il y a des parents qui décident d'être totalement parents parce qu'ils ne savent plus ce que ça veut dire s'aimer dans une relation de couple. Et c'est un peu dommage d'oublier que dans la vie, on est trois dans sa propre existence. On est homme, on est femme, on est femme, on est homme. On est épouse et on est époux. On est père et on est mère. Et évidemment qu'il y a certaines périodes de la vie dans lesquelles on est beaucoup plus père et mère que homme et femme, dans le sens où notre dimension personnelle, on peut moins l'exprimer, c'est normal. Mais ça ne doit pas se faire au détriment de la partie époux-épouse. Évidemment, il y a des périodes dans lesquelles on est totalement investi, mais sur cela, je pense que pardonnez-moi de le dire de cette manière, c'est une erreur. Le problème, c'est qu'il faut que l'époux ici accepte que la démarche parentale n'a pas été la bonne. La preuve, c'est qu'elle l'amène à avoir une démarche identique qui met son épouse dans une situation de mal-être, même si tout va bien, d'accord? Donc, ça prouve bien qu'au fond, ce n'était pas ce qu'il fallait faire, parce que sinon, vous devriez vous sentir bien, parce qu'il y a un manque. Parce que si vous n'éprouviez pas de manque, et que les fractions relationnelles qui existent au niveau du couple, vous nourrissez, ça ne poserait pas de problème. Alors, évidemment, là-dessus, c'est un travail très profond parce que le fait que l'on dise « mais c'est comme ça que mes parents ont fait », on ne peut pas en tant que conjoint lui dire « il va falloir que tu te trahisses et que tu acceptes que ce n'est peut-être pas la bonne méthode ». Et lui dire, peut-être plus parler de ses besoins. Dire « écoute, je comprends parfaitement, mais pour moi, j'ai vraiment besoin de… » Pas j'ai envie, j'ai besoin. J'ai besoin. Et à un moment, c'est vrai que dire à l'autre « j'ai besoin », c'est lui montrer qu'on a besoin de lui. Et c'est lui montrer la place et l'importance qu'il a à l'intérieur de notre vie. Il faut dire que je pense que si les enfants… S'il dit « mais je ne comprends pas », c'est peut-être aussi une personne, et je fais très attention parce que j'ouvre des portes
et peut-être que je suis complètement à côté de l'histoire. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pour illustrer le nombre de pistes que l'on peut avoir dans ce genre de situation. Je ne parle pas de votre cas, madame, parce qu'il faudrait qu'on se parle. Ce sont des pistes pour montrer qu'on peut avoir plein de pistes. Peut-être que c'est quelqu'un qui, au fond, à un moment, n'arrive pas à comprendre qu'on peut serrer les choses. Parfois, c'est une peur et une anxiété qui le poussent à être totalement focalisé sur l'enfant par peur d'échouer et de s'en vouloir. Une forme de désir de perfectionnisme, mais qui souvent ne sera pas couronné de succès. Et encore plus aujourd'hui. Voilà quelques pistes de réflexion. Donc je pense que dans ce genre de cas, parlez plus de votre besoin. Si je peux m'exprimer de cette manière, parlons. Il faut peut-être plus parler de son besoin. Je dis ça, il faut peut-être, je préfère utiliser le conditionnel. Autre question. On a encore quelques minutes. Autre question. Vous avez parlé de fixer des objectifs, éducatifs à moyen et long terme propres à chaque enfant. Mais n'est-ce pas un terrain glissant de projection dangereux pour les enfants d'avoir des attentes de résultats quand on sait qu'on ne maîtrise pas tout et que les résultats ne sont pas entre nos mains? Alors, j'entends votre question qui est excellente et je redis alors en premier lieu ce que j'ai précisé tout à l'heure, mais peut-être que je ne l'ai pas dit de manière suffisamment importante. La notion d'objectif n'est pas tu seras médecin mon fils et tu seras rabbin mon fils. C'est-à-dire on ne projette pas un résultat. Il me semble que l'élément sur lequel on se doit de travailler, c'est au niveau de l'installation d'un certain nombre de traits de caractère dont on pense qu'ils sont importants chez l'enfant, comment lui apprendre à les découvrir, à les faire exister dans sa vie. Après, ce n'est pas une projection. C'est-à-dire, je n'ai pas imaginé l'enfant. Je ne me suis pas représenté l'enfant dans ce qu'il sera. Je n'ai pas cette image de l'enfant qui sera gentil, à l'écoute, présent, dans l'effort, etc. On considère que ça serait peut-être bien que ces notions fassent partie de sa vie et on va essayer autant que faire se peut de les lui proposer et d'essayer autant que faire se peut de ne pas être trop en contradiction avec ce qu'on essaye de lui dire ou de faire passer comme message, et ça c'est toute une autre démarche, c'est un autre sujet. On n'a pas à être déçu dans la mesure où on pense qu'on a essayé de faire ce que l'on peut. Il y a un très très grand thérapeute qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Segi Hirsch, qui aujourd'hui a plus de 90 ans, il a encore les numéros d'Auschwitz ici, le maître de tous les grands thérapeutes aujourd'hui en France et même dans le monde en thérapie systémique, qui un jour m'a dit une phrase extraordinaire. On a le privilège de le rencontrer par rapport, entre autres, au projet de la Maison de la Famille. Et c'est vrai qu'il n'est pas en France, il est en Belgique. Et Seguir m'a dit un jour comme ça, avec son accent un peu yiddish, il m'a dit, Monsieur Lemel, vous savez, dans la vie, on rate. Et puis après, on rate moins, ou on rate mieux. C'est-à-dire, c'est évidemment, on ne projette pas et on ne considère pas qu'on est en échec. Parce que je crois que ce qu'on a fait passer, eh bien, les messages sont restés. Seulement, la floraison ne se fait pas toujours aux mêmes époques. Nos enfants sont différents. Certains ont fleuri à 18 ans. D'autres se disent, mais non, je fleurirai plus tard. C'est chacun son histoire. Ce qui est important, c'est de se dire, nous, à notre niveau, on a essayé de rater le moins possible. Et à partir de là, c'est l'histoire de l'enfance, elle lui appartient. Et au bout d'un moment, on va voir émerger surtout ces fondamentaux au niveau des traits de caractère qui forgent quelqu'un qui s'appelle un être humain digne de ce nom. Il peut auparavant nous avoir donné l'impression qu'il n'était pas là. C'est ce qu'on appelle ces étapes d'existence. Mais nous, on a essayé de faire le mieux possible. Et ça, c'est quand même très important. Et donc, c'est ce qui ôte nos projections. C'est ce qui nous aide aussi, je veux dire, nous aide à essayer de mettre de côté une déception qui ne doit pas exister, même si malheureusement, parfois, on n'arrive pas à ne pas l'exprimer. Et c'est dommage, parce que c'est une erreur. On n'a pas à être déçu qu'un enfant ne soit pas pour l'instant ce que l'on aurait voulu qu'il soit. C'est un travail colossal. Quand vous n'êtes pas parent, vous n'avez aucun problème par rapport à ça. Quand vous êtes parent, le père et la mère, surtout la maman qui l'a porté cet enfant, le père qui essaie de faire, c'est un sacré travail. On n'a pas le choix, il faut le faire parce que sinon on n'avance pas. Autre question. Et l'animateur me dira juste à quel moment on doit arrêter puisque c'est lui qui gère les choses. Alors, c'est une question pour les célibataires, pour quelqu'un de célibataire.
Il dit, donc, doit-on parler de la future éducation que nous voulons donner ou pas? Et si oui, à partir de quelle rencontre? Alors, je ne vais pas vous donner des recettes au niveau des rencontres. C'est vrai que dans le cadre d'une rencontre, à un moment, il y a une prise de contact. On voit qu'il y a une forme de fluidité dans l'échange. Une fois que les premiers, oui, bien sûr, enfin, une fois qu'on, voilà, d'accord, ce qui est normal, quand la fluidité commence, à ce moment-là, on peut parler un petit peu de sa propre histoire et dire à l'autre, toi, comment est-ce que tu vois l'éducation des enfants? Et l'autre, à ce moment-là, va nous interroger sûrement qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et on va lui dire le choix de l'école, mais ça va être sur comment tu aimerais en effet installer, quelles sont d'après toi les choses qui sont importantes, quelle place tu donnes à l'école juive, etc., etc. Ça dépend de chacun. Il y a des personnes pour qui la question de l'école juive ne se pose pas, la question de savoir qu'on a envie de leur transmettre les valeurs de la Torah ne se pose pas, pour d'autres oui. Et donc c'est important, en faisant attention d'être souple, de ne pas être rigide, parce que ce qui est important, c'est que l'autre puisse être à l'écoute et dise de toute façon les choses évolueront, mais il est quand même important d'avoir ce que j'ai envie d'appeler le socle commun, c'est-à-dire une base fondamentale, et ça sera intéressant d'entendre l'autre exprimer ce qui pour lui est une éducation réussie, pour pouvoir ouvrir sur des sujets. Tiens, c'est intéressant là-dedans, tu évoquais beaucoup de choses, et j'ai l'impression que pour toi, la notion des traits de caractère est tellement évidente que tu n'as pas cité, mais est-ce que tu penses, parce qu'il ne faut pas dire tu ne l'as pas cité, donc ce n'est pas important, c'est nul, et puis c'est sûrement faux. Mais dire à l'autre, je pense que c'est tellement évident que tu ne l'as pas dit, est-ce que tu crois qu'il y a quand même une démarche éducative à voir là-dedans? Et voilà, ça peut être passionnant parce que ça peut être un lieu d'échange, mais dans la mesure où on voit qu'il y a des bases communes, il y a une aspiration commune, le reste, c'est de l'échange, parce qu'après, il faut être confronté à la réalité. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'on a pu créer un échange dans ce domaine. Y a-t-il d'autres questions? Je pense que ça va être la dernière question. Comment faire lorsqu'un des conjoints a modifié sa posture éducative et que l'autre n'adhère pas à cette façon de faire, sachant que les objectifs restent globalement communs? C'est surtout la posture éducative qui est source de conflit. Alors, le dernier mot, il est quand même fort. Il est source de conflit, source de désaccord. Mais pourquoi de conflit? Source de désaccord. On n'est pas d'accord. Et est-ce qu'on interroge l'autre sans être dans une demande de justification? C'est surtout ça. Dire, écoute, je constate qu'aujourd'hui, tu as décidé de fonctionner de cette manière. Je respecte tout en ne comprenant pas. Et j'aimerais juste que tu m'expliques, non pas pour te justifier, mais pour que je comprenne mieux. J'ai besoin de comprendre. Toujours cette notion, j'ai besoin de comprendre. Évidemment, il peut y avoir des cas, et ceux-là, on les rencontre, le cas des gourous. Vous savez, les gourous qui se promènent sur Internet avec des belles barbes et qui nous disent c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est-à-dire qu'ils ne proposent pas une lecture, mais cherchent à l'imposer en disant écoute, c'est souvent des personnes, ça va être en one by one, je te dis c'est très important, et si tu fais pas ça, et c'est très grave, etc., etc. J'en ai rencontré, c'est très dangereux, surtout si on instrumentalise le religieux, et je dis bien le religieux, pas la Torah, ou alors qu'on prend des extraits de textes pour pouvoir à un moment amener des personnes à avoir un fonctionnement A ou B. Et ça, c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui, en rentrant dans des systèmes, au sens non péjoratif du terme, parce qu'on vit tous dans des systèmes et des communautés, eh bien, décident de ne plus réfléchir. Je me rappelle de ce Rav qui un jour disait à quelqu'un, c'est intéressant, avant de faire un retour au judaïsme, vous étiez intelligent, pourquoi depuis que vous faites ce retour, vous êtes devenu bête? On a le droit de réfléchir, de ne pas toujours être d'accord, tout en étant dans un respect profond de ceux qui pensent autrement que nous. Voilà un petit peu quelques points sur lesquels il y a lieu de réfléchir. Et là-dessus, toujours exprimer votre besoin de comprendre et à partir de cela, de voir pourquoi l'autre a décidé de faire cela. Mais quand je dis pourquoi, quel est son objectif réel? Est-ce que c'est vraiment un objectif éducatif? C'est un choix de prise de pouvoir? C'est la soumission totale et absolue à quelqu'un? Ou c'est tout simplement une manière de vous faire, et je dis bien entre 14 parenthèses le mot, du mal, c'est-à-dire de titiller pour faire réagir, pour qu'il se passe quelque chose dans l'économie du couple. Parce que parfois, inconsciemment, on peut créer des situations
dont on sait qu'elles vont faire réagir l'autre pour pouvoir générer un mouvement à l'intérieur du couple. Voici à nouveau ce que j'appelle des pistes de réflexion, qu'on soit bien clair. Ce que j'ai imaginé dans certains cas, j'étais peut-être parfois complètement à côté des choses, qu'on soit bien clair. Ce sont juste, comme je vous l'ai dit, pour créer chez nous une réflexion sur ce qui pourrait être, ne pas penser à la place de l'autre, être dans son interrogation et réussir donc à construire et avancer. Voilà, on va donc conclure cette soirée. Merci encore beaucoup à vous toutes et à vous tous qui avez pris le temps d'être présents pour qu'on puisse échanger ensemble. Bravo de savoir prendre le temps. Bezrat Hashem, on se retrouvera. Il y a encore beaucoup d'autres cours dans la semaine, mais pour ce cours-là, en tout cas, on se retrouvera Bezrat Hashem la semaine prochaine avec, j'espère, une possibilité de continuer cet échange de manière fort sympathique comme ce soir et des questions à 21h30. Merci encore à l'animateur, merci à vous et Laïla Tov à tout le monde.